Bonjour à tous. Bonjour. Arish Chawat, je suis pneumologue et je m'intéresse à l'hypertension pulmonaire depuis que je suis interne, donc ça fait pas mal d'années. Et je suis à Nancy, je suis responsable du centre de compétences nancéen de l'hypertension pulmonaire. Donc on va voir un sujet un peu différent de l'HTAP, c'est l'hypertension des maladies respiratoires. J'ai quelques liens d'intérêt. Et bon, il y a une diapositive là qui a été coupée, mais le reste passe assez bien. C'est pour situer l'hypertension pulmonaire des maladies respiratoires. Vous savez qu'il y a 5 groupes cliniques des hypertensions pulmonaires. Le groupe 1 ici qui est l'HTAP, l'HTAP idiopathique, irritable, etc., qui est une maladie rare, qui a maintenant depuis 20 ans des traitements spécifiques, assez nombreux d'ailleurs pour une maladie rare. Le groupe 2, ce sont les maladies cardiaques, et le groupe 3, celui des maladies respiratoires. Après, il y a l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, et puis des maladies plus rares, systémiques ou hématologiques. Donc on est au milieu là. L'hypertension pulmonaire des maladies respiratoires, c'est une situation fréquente, ça fait partie avec les cardiopathies gauches des causes les plus fréquentes d'hypertension pulmonaire. Et vous verrez, il y a des situations très différentes avec ces maladies respiratoires. Alors ici, j'ai mis les maladies respiratoires qu'on rencontre le plus en caractère gras, celles qui peuvent donner une hypertension pulmonaire et dont certaines je parlerai. Donc vous voyez là dans les maladies fréquentes, il y a la BPCO. La BPCO c'est plus de 5% de la population générale. C'est énorme. Si vous allez à côté la place Bellecour, vous pouvez récupérer 15 patients dont 10 ne savent même pas qu'ils ont une BPCO parce qu'ils sont fumeurs et qu'ils ne veulent pas consulter. Donc c'est extrêmement fréquent. Ça n'a rien à voir en termes de fréquence avec l'HTAP. Le syndrome obésité-hypoventilation, qui, moi, quand j'ai commencé la pneumologie, était une infection rare. Maintenant, avec l'obésité qui a explosé, même en France, on était une exception, mais maintenant on a beaucoup d'obèses. Les apnées-hypopnées du sommeil, on verra que ça se situe un peu à la marge pour l'hypertension pulmonaire. La sarcoïdose, je ne dirais pas je n'ai pas de diapositive sur la sarcoïdose, mais ça peut donner une hypertension pulmonaire du groupe 5, donc j'en parlerai pas. Les cancers, et puis dans les maladies plus rares, la fibrose pulmonaire. Donc on va essentiellement parler de BPCO et de fibrose pulmonaire, et je vais vous expliquer un peu ce que c'est. En termes de maladies, c'est quand même très différent des maladies vasculaires pulmonaires comme l'hypertension artérielle pulmonaire ou l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Alors si on regarde là, ça c'est anatomique, c'est un dessin mais qui est assez fidèle à l'anatomie. Donc vous avez les voies aériennes avec toutes les divisions. Au bout, vous avez les alvéoles, et là il y a un grossissement de cette partie où se font les échanges d'oxygène et de gaz carbonique. On voit bien ces alvéoles. Et là, vous avez ça sous forme de schéma. Et John West, qui est un éminent physiologiste, qui est d'origine australienne, c'est lui qui a décrit beaucoup les échanges de gaz dans le poumon, qui est la première fonction du poumon. Et il disait que en termes d'apport d'oxygène et d'élimination du CO2, la circulation de l'air ici était importante, mais la circulation du sang dans cette partie-là était au moins aussi importante. Donc on a l'air qui circule ici, qui va jusqu'aux alvéoles, et ça va croiser le sang qui vient de l'artère pulmonaire. En amont, il y a le ventricule droit qui pousse le sang dans l'artère pulmonaire. Les couleurs sont pas bonnes, L'artère pulmonaire, ça devrait être bleu, qui va aller jusqu'aux alvéoles. Ici, le sang va transiter dans l'alvéole, avec ici les échanges de gaz. L'oxygène va de l'alvéole dans le sang et le CO2 du sang vers l'alvéole. Et là, vous allez avoir du sang rouge, très oxygéné, qui va regagner les veines pulmonaires, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Donc, on comprend très bien que il y a les maladies vasculaires pulmonaires qui vont toucher ces petits vaisseaux, qui sont très proches des voies aériennes, mais
quand vous avez ici une destruction par une maladie respiratoire, ça va impacter aussi ces vaisseaux pulmonaires et créer une hypertension pulmonaire. Parce que ce sont des structures qui sont très proches et qui vont empêcher le sang de circuler dans les petites artères pulmonaires. Alors pour comprendre les maladies respiratoires, c'est un schéma que je montre au cours pour les infirmières, pour le diplôme d'infirmière, pour schématiser l'appareil respiratoire. C'est quand même un système assez complexe. Il y a le soufflet thoracique, qui est la cage, donc la commande nerveuse, le nerf phrénique qui part des racines C3, C4, C5, qui descend dans le thorax, qui va innerver le diaphragme, et ça permet à la cage de fonctionner comme un soufflet de forge. Ça se ferme et ça permet de renouveler ici l'air on prend de l'air de la pièce, de l'environnement, et ça va renouveler cet air. Ici ça circule assez vite, ici la circulation de l'air est vraiment très lente. Dans cette zone-là, on croit que, parce qu'ici c'est très rétréci, mais là l'air va circuler très lentement et ça va permettre à l'oxygène de diffuser dans le sang et au CO2 de sortir du sang pour aller dans l'air alvéolaire et ressortir. Et ici on a la fonction principale du poumon. Vous avez de l'oxygène à 40 mm de mercure dans l'artère pulmonaire qui va transiter ici. Ce sang, et notamment les globules rouges avec l'hémoglobine, vont fixer l'oxygène et ça va ressortir ici avec une pression partielle d'oxygène de 95%. Vous voyez, on passe de 40 à 95 mm de mercure d'oxygène dans le sang. Donc à la fois on comprend bien que lorsque vous avez une maladie respiratoire, ça va impacter la circulation pulmonaire et pouvoir donner une hypertension pulmonaire, mais à la fois on peut aussi faire cette remarque, c'est que si vous avez une hypertension pulmonaire liée à une maladie vasculaire pulmonaire, ça va aussi altérer les échanges de gaz. C'est pour ça que certains patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique ou héritable ont besoin d'apport d'oxygène. C'était une parenthèse, c'est pas dans le sujet de cet atelier sur l'hypertension pulmonaire des maladies respiratoires. Alors sur les dernières guidelines, il y a un accent particulier sur deux maladies, la bronchopneumopathie chronique obstructive ou la COPD en anglais, qui est une maladie qui donne de l'emphysème, mais aussi une altération des petites voies aériennes. On a vu comment il y avait une proximité entre les artères pulmonaires et ces structures alvéolaires et ces petites bronches. Et puis vous avez un autre type de maladie qui s'appelle les pneumopathies interstitielles diffuses, qui va donner de la fibrose. Les structures pulmonaires vont être comprimé par cette fibrose et le poumon va perdre sa propriété élastique de s'expandre et de diminuer en volume lors de la respiration, et tout ça va altérer les échanges de gaz et pourra impacter aussi la circulation pulmonaire dans certaines situations. Ici c'est schématisé par cet arbre vasculaire pulmonaire qui prend l'aspect d'un arbre mort, parce que les vaisseaux pulmonaires sont considérablement diminués dans leur calibre, dans la lumière interne des artères pulmonaires. Et là, donc, on voit ici un schéma, un concept entre une atteinte respiratoire sévère, mais qui ne donnera pas ou très peu d'hypertension pulmonaire, ou une hypertension pulmonaire non sévère. Et puis il y a certaines formes dont on ne sait d'ailleurs pas vraiment pourquoi, où l'atteinte vasculaire pulmonaire va être importante, voire on dit des fois disproportionnée par rapport à l'atteinte pulmonaire. Et ces patients-là, ils sont limités pour des raisons respiratoires, c'est-à-dire que soit le soufflet thoracique ne marche pas, soit la fonction d'échange du poumon ne marche pas. Vous pourrez leur donner tous les traitements de l'hypertension pulmonaire que vous voulez.
ils ne répondront pas, voire s'aggraveront. Hein. Si la limitation, c'est un patient emphysémateux qui est très distendu, qui n'arrive pas à expandre ses poumons ou à vider, vous pouvez lui donner même du Vélétri, une trithérapie, il ne s'améliorera jamais, même s'il a une hypertension pulmonaire. Et inversement, des patients qui ont une atteinte respiratoire qui n'est pas trop sévère, mais qui ont une atteinte vasculaire pulmonaire sévère. Voilà, pour cette introduction là sur les maladies respiratoires et les liens entre la circulation pulmonaire et ces maladies respiratoires, je vais m'arrêter là et on va voir maintenant des choses plus pratiques. D'abord les outils qu'on utilise pour explorer les patients et puis on verra quelques exemples. Alors les examens complémentaires qu'on utilise, qui sont nos outils à nous, donc certains disent que le patient bénéficie, mais on va dire aussi subit, c'est pas toujours très simple et ça peut, notamment les gaz du sang, ça peut être douloureux. On essaie de trouver des alternatives avec les gaz du sang capillaires ou des mesures non invasives. Donc il y a la spirométrie essentiellement, mais toutes les explorations fonctionnelles respiratoires qui nous permettent de mesurer le souffle. Les principales mesures, c'est la capacité vitale qu'on mesure, c'est entre l'inspi et l'expi maximal, mais aussi le volume expiré maximal à la première seconde. C'est-à-dire ce qu'on est capable d'expirer le maximum à la première seconde, ce qui s'appelle le VEMS. Donc les EFR, les gaz du sang, pour mesurer notamment la pression partielle d'oxygène et de CO2 dans le sang, mais également la saturation d'oxygène. Et puis l'imagerie thoracique, là c'est une image scanographique normale, mais c'est bien sûr la scintigraphie pulmonaire ventilation perfusion. À Nancy, on fait aussi pas mal d'IRM cardiaque. Voilà, autre examen, la biologie sanguine, je ne vais pas m'étendre, mais bon, par exemple pour l'insuffisance respiratoire, c'est important d'avoir le taux d'hémoglobine, parce que c'est la molécule qui va fixer l'oxygène. On fait aussi des épreuves d'exercice, le plus simple c'est le test de marche de 6 minutes, ça peut être des épreuves plus complexes, là bon, on voit des patients sur tapis, mais ça peut être une épreuve type VO2 max sur tapis, mais le plus souvent c'est fait sur un cycloergomètre, un vélo d'appartement où on fait des mesures de gaz, on va éventuellement faire des gaz du sang en invasif, on va mesurer la fréquence respiratoire, le volume ventilé et on va faire des calculs un peu complexes pour essayer de comprendre pourquoi le patient est limité. Et quand on va un peu plus loin, quand on va suspecter une hypertension pulmonaire, on peut faire une échocardiographie, bien qu'elle soit faite quasiment systématiquement parce qu'on est devant des patients qui ont le plus souvent bien plus que 50 ans, donc il y a des comorbidités cardiaques très fréquentes comme la cardiopathie ischémique ou la cardiopathie due à l'hypertension artérielle. Donc on va déjà regarder si le ventricule gauche fonctionne bien, mais ça c'est le schéma qu'a montré hier Marion Delcroix. On va aller aussi explorer la partie droite du cœur pour voir s'il y a une hypertension pulmonaire. Nous, chez les patients insuffisants respiratoires, on fait souvent, et même dans les HTAP maintenant, une exploration du sommeil. On verra se tracer en détail, mais on peut voir déjà que la saturation, ce sont des vraies montagnes russes. Le patient arrête de respirer. Et puis, quand on veut aller plus loin, mais c'est fait que chez très peu de patients respiratoires, on fait un cathétérisme cardiaque droit. J'essaierai de vous dire dans quelles circonstances on fait cet examen. Alors, je vais prendre plusieurs exemples. Je crois qu'il y a 5 cas cliniques. Tout est anonymisé, il n'y a pas de patient d'association, je vais vérifier. Je pense que c'est important que personne dise c'est peut-être quelqu'un que je connais ou je me reconnais dans cette histoire clinique. Là, c'est un homme de 59 ans qui a été vu en 2017. Bon, c'était un assez gros fumeur, artisan menuisier. Fumait du cannabis aussi, pas mal. Ça avait énervé d'ailleurs pas mal de chefs de service. Essoufflement au moindre effort. Il faisait pas mal de bronchites, des bronchites aigus, c'est-à-dire avec un peu de signes infectieux, un peu de fièvre, il crachait un peu sale. Et puis il était soulagé par la ventoline. Donc on fait, ça c'est une situation très courante, on va faire un test du souffle, une imagerie, et au test du souffle, vous voyez là, on voit pas le VEMS, mais je l'ai mis là, 16% de la valeur prédite, il a perdu 84% déjà, et c'est souvent irréversible, et c'est un patient qui travaillait avant de venir, ça a été assez brutal après une bronchite.
Et vous voyez le débit là, ici ce sont les débits, c'est un peu flou par rapport au volume, c'est la courbe débit-volume. Le débit est très diminué, la courbe est cassée, il n'arrive pas, il est distendu, comme on voit ici. Normalement, vous voyez là la hauteur, normalement c'est comme ça, une courbe thoracique à ce niveau-là. Tout ça, il est très distendu, il n'arrive pas à vider ses poumons. Parce que le poumon a perdu ses propriétés élastiques de rétraction, c'est pour ça que la courbe est comme ça. Et là, il y a en plus plein d'emphysème. Et ça, cette maladie, ça s'appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors, ce patient, on lui a fait bien sûr une échographie du cœur. Et puis, on n'a pas trouvé grand-chose. La PAP systolique était à la limite de la normale, enfin dans une zone grise. On a réalisé un cathétérisme cardiaque droit. L'unique raison, c'est qu'il a l'âge encore de pouvoir être transplanté pulmonaire. Il n'avait pas de comorbidité. Seule comorbidité, c'était ses addictions, mais on a réussi à le sevrer plus de 6 mois et sans patch. Ça, on a pu régler ce problème. Et vous voyez, il a une hypertension pulmonaire à 26, donc qui n'est pas très sévère, avec des résistances vasculaires pulmonaires à 2,2. On est vraiment dans la définition de 2022 de l'hypertension pulmonaire. Il a été transplanté juste avant le Covid bipulmonaire. Il va bien. On a traité sa maladie respiratoire et on peut conclure il a une hypertension pulmonaire associée à une BPCO, quelque chose de tout à fait classique dans cette maladie. En soi, on ne s'est pas occupé de l'hypertension pulmonaire. L'hypertension pulmonaire, c'était un signe de gravité de sa maladie respiratoire. Un deuxième patient, 56 ans, je le vois en 2016, je trouve que c'est un gars de mon groupe de travaux pratiques de première année de médecine, qui s'est installé, moi je suis resté à Strasbourg pendant 16 ans, lui s'est installé dans une petite ville en Lorraine, et un jour il m'appelle, il savait que j'étais à Nancy depuis 2006, il me dit Harry, ça va pas, j'arrive plus à respirer. Donc on le voit, donc il n'a jamais fumé. Sa mère était décédée à Strasbourg d'une fibrose pulmonaire 5 ou 10 ans avant. Il avait un essoufflement au moindre effort, un hippocratisme digital, qui est ça. C'est quand les ongles sont courbes, mais en plus vont plonger vers le bas. C'est un signe de fibrose. Alors, si vous avez les ongles courbes, mais qui sont comme ça, c'est pas un hippocratisme digital. J'ai déjà vu déjà des personnes qui regardaient leurs doigts. Et en plus, à l'auscultation, il y avait des râles crépitants. Alors là, ce sont pas ces images à lui, mais là c'est un scanner normal. Bon, je ne vais pas montrer, on verra après le test du souffle, mais il était très altéré. Là c'est un scanner normal, ça c'est pas son scanner, mais il avait ça. Vraiment de la fibrose dans les bases et en postérieur, assez étendue, assez sévère, qui témoignait d'une fibrose pulmonaire sévère. Les examens complémentaires à la recherche d'une cause était négatif, donc c'était une fibrose pulmonaire idiopathique. Donc le test du souffle très altéré. Vous voyez là, les débits sont même supranormaux. La fibrose, en fait, le patient il fait un effort terrible pour gonfler ses poumons, mais après le poumon a une pression de rétraction élastique importante à cause de la fibrose, donc le poumon revient très vite sur lui-même et les débits sont augmentés. Mais les volumes, vous voyez, ça ce sont ses volumes à lui. Ça, ce sont les volumes normaux, ils sont extrêmement diminués. Et la diffusion, la DLCO, était très abaissée. Ça se voit aussi dans l'hypertension artérielle pulmonaire. On a fait une première échocardiographie. Vous voyez, la pression artérielle pulmonaire systolique était quand même très élevée, mais il était en exacerbation de sa fibrose. On l'a réévalué pour le préparer à la transplantation en novembre 2017. Là, la pression artérielle pulmonaire était juste au seuil. Et je lui ai fait un cathétérisme cardiaque droit. Vous voyez, il a à peine 20 de PAP moyenne. Donc on est dans la définition d'hypertension pulmonaire associée à la fibrose. Mais ce n'est pas une hypertension pulmonaire sévère. Elle est juste à la limite et c'est le témoin de la sévérité de sa fibrose pulmonaire. Il avait en plus une hypoxémie, on l'avait mis sous oxygène, etc. Il a pu être transplanté. Et là, il va bien. Tous les ans, il m'envoie au 1er janvier, il m'envoie un petit SMS en me remerciant. Il a 5 ans de la greffe, il a repris son activité. Il est d'ailleurs
bien placé dans les associations de médecins, donc souvent il dit du bien de moi, c'est pas plus mal. Voilà, donc on est dans l'hypertension pulmonaire associée aux maladies respiratoires. Je ne voulais pas donner trop de détails, sinon j'avais peur qu'on l'identifie. C'est pour ça que j'ai eu un moment d'hésitation. Situation fréquente. Souvent, il n'y a pas d'hypertension pulmonaire. S'il y en a une, elle est légère à modérée. La limitation à l'exercice est d'origine respiratoire. Donc, il faut traiter la maladie causale. Premier patient, on traite sa BPCO. Bon, là, j'ai montré des cas extrêmes qui vont jusqu'à la greffe, mais il y a aussi des traitements médicamenteux avant. Donc, on traite la maladie causale, soit la BPCO, soit la fibrose, et on ne prescrit pas les traitements de l'hypertension artérielle pulmonaire. Voilà, alors il y a des situations où l'hypertension pulmonaire est sévère. La première chose, c'est qu'il faut exclure les patients qui sont en état de décompensation ou instable. Si un patient fait une insuffisance respiratoire aiguë grave, ou si c'est une hypertension pulmonaire d'une cardiopathie gauche, il est en OAP, c'est sûr que les pressions pulmonaires vont être élevées. Quand il va retourner à son état stable, c'est là qu'il faudra juger si l'hypertension pulmonaire est légère, modérée ou sévère. Alors, comme on est devant des maladies fréquentes, notamment de la BPCO, il y a forcément un risque d'association d'une autre maladie. Donc, je vais montrer plusieurs exemples où il y a une BPCO et autre chose. Et ça pourra peut-être expliquer l'hypertension pulmonaire qui peut être un peu plus sévère. Alors, j'ai fait ce schéma. Bon, déjà, le concept remonte à 2005. C'est Gabriel Tabu qui avait fait un article sur l'hypertension pulmonaire de la BPCO avec des études en cluster où il avait placé des groupes de patients. Ça a été repris par Gabor Kovacs qui est de Graz en Autriche en 2018 dans un article. Si on prend ici l'atteinte des bronches et du parenchyme pulmonaire, bon, c'est surtout vrai pour la BPCO, mais je pense qu'on peut extrapoler avec les pneumopathies interstitielles diffuses ou la fibrose. Bon, il y a des patients, il n'y a pas du tout d'atteinte vasculaire pulmonaire. On part d'une atteinte respiratoire légère à modérée à sévère, comme on a vu là le médecin généraliste, il a tout juste 20, on est à peu près là. C'est-à-dire qu'il a une maladie respiratoire très sévère, l'atteinte vasculaire, on peut quantifier ici sur cet axe, absence légère à modérée sévère, on va dire qu'il est ici. Le patient BPCO qu'on a vu juste avant, on peut le situer là, il avait 22, je crois, de PAP moyenne, ou 26, et 2,2 de résistance vasculaire pulmonaire. Mais bon, ce qui se passe globalement, soit il n'y a pas du tout d'hypertension pulmonaire, soit il y a une atteinte vasculaire pulmonaire qui est à peu près proportionnelle et qui va en général s'arrêter ici à modérée. Mais il y a quelques patients où, du fait de l'association d'une autre maladie respiratoire, voire une cardiopathie gauche, on va avoir une atteinte vasculaire pulmonaire plus sévère. Et puis on peut situer l'HTAP, où il n'y a pas d'atteinte respiratoire ici, sur l'axe des X on est là, mais il y a une atteinte vasculaire sévère. Donc les maladies respiratoires, elles se situent en général plutôt ici. Et on va placer les autres patients sur ce schéma après. Donc ici, un homme de 51 ans, bon, c'est un peu compliqué, c'est quelque chose que je montre à des médecins, mais bon, c'est un fumeur, il fait des bronchites fréquentes. En plus, lui, il a comme symptôme, il ronfle beaucoup, il se réveille avec la sensation de suffoquer, et puis il est obèse. Très, très essoufflé à l'effort. Bon, on va pas détailler, mais là, il a une BPCO, c'est sûr. Il a des gaz du sang, donc l'oxygène qui a baissé, le gaz carbonique qui est à la limite supérieure. Bon, il a une vraie maladie respiratoire qui est une BPCO, mais en fait, il n'a pas que la BPCO. On va voir ça tout de suite. C'est le tracé que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il a BPCO et obésité déjà, mais en plus, il fait des apnées. Et puis, il faut voir les apnées. C'est pas des petites. Bon, déjà, on va prendre l'ensemble du tracé. Il ronfle. On voit le ronflement ici. Là, on a le flux nasobuccal, donc on voit s'il respire. Là, il arrête de respirer. 53 secondes 2. 54 secondes 2. C'est quand même très long, très longue. En plus, il est obèse, il respire à petit volume, il a très peu de réserve d'oxygène. Donc les conséquences sont majeures. Il part déjà de saturation. Là, on est à 82, 80, c'est la saturation entre les apnées. Il descend ici, dans les alentours de 50 de saturation. Ça fait 32 PO2.
30 mm de mercure de pression partielle d'oxygène. C'est extrêmement bas. Hein. Donc, et vous voyez, il en fait beaucoup. Là, on a le résumé du tracé, j'ai caché le nom là, où il a plein d'apnées toute la nuit. Hein. Donc, il passe la majorité de son temps dans une zone que j'appelle moi la dead zone. C'est comme l'Everest, c'est exactement les mêmes gaz du sang, hein, en termes de PO2. Hein. Pas de PCO2, mais de PO2. Hein. Là, c'est l'expédition de 2009 là, des Anglais. Ils sont montés au sommet, ils n'ont pas pu faire du gaz du sang parce qu'il y avait un peu de vent, donc la température ressentie c'était moins 50. Donc faire des gaz du sang, c'est pas terrible. Ils sont redescendus là à la marche d'Hillary, Edmund Hillary, hein, c'est celui le premier qui est monté sur l'Everest en 52, je crois, 51 ou 52, hein, cet anglais. Donc ils ont fait les gaz du sang ici. La PaO2, ici elle est à 25, hein, la normale c'est 90. Ces patients-là, la nuit, ils ont 30-35, hein, pas plus. Hein. Dans les années 80, il y a des médecins qui ont fait des gaz du sang pendant le sommeil. Donc ce patient, il a 2 causes respiratoires qui peut potentiellement donner une hypertension pulmonaire, et c'est ce qui va expliquer son hypertension pulmonaire sévère. Alors ici un autre exemple, plus ancien celui-là, vraiment ancien, c'était de ma thèse, donc ça n'a pas d'hier. 64 ans, obèse, BPCO, 98 apnées hypopnées par heure. J'avais scanné et je l'avais fait coloriser hein, le tracé. Vous voyez aussi des saturations extrêmement profondes. Hein. Quand on explore un peu plus et qu'on regarde au cathétérisme, vous voyez 41, 5,5 de résistance, 41 de PAP moyenne, 5,5 de résistance. Il est vraiment dans la case hypertension pulmonaire des maladies respiratoires. Hein. Et ce patient-là, il faut le traiter, corriger les apnées ou l'hypoventilation, soit avec un appareil de pression positive continue, soit une ventilation non invasive, prendre en charge son obésité et sa BPCO avec des bronchodilatateurs. C'est ce qu'on a fait. La PAP est redescendue à 21-22, si je me souviens bien. Enfin, il a corrigé son hypertension pulmonaire. Il ne faut surtout pas mettre de traitement de l'HTAP chez ce type de patient. Donc deuxième message important, après le fait que l'hypertension pulmonaire des maladies respiratoires est en général légère à modérée, quand elle existe, c'est que il faut penser, quand elle est sévère, il faut penser à l'association de plusieurs maladies respiratoires. Alors je ne vais pas montrer d'exemple, mais si vous avez une BPCO sévère et en plus une cardiopathie gauche, la cardiopathie gauche, ça donne une hypertension pulmonaire post-capillaire, la BPCO une précapillaire, les deux s'additionnent et ça donne une hypertension pulmonaire sévère. Et là, c'est pareil, il n'y a pas de traitement spécifique, il faut traiter la cardiopathie gauche et la maladie respiratoire. Donc le patient qu'on vient de voir là, il se situe ici, hein. Il a une maladie respiratoire sévère, hein, on l'a vu, on ne peut pas plus sévère, et il en a 2 en fait, ce qui fait qu'il y a association de 2 affections qui donne une maladie respiratoire sévère et une atteinte vasculaire qui est aussi sévère. Hein. Mais là, on a une possibilité de traitement, puisqu'on va traiter les 2 affections respiratoires. Alors, on va continuer ici avec un autre exemple, 52 ans, en 2018, il était fumeur, ouvrier métallurgiste, mais il n'était plus en activité déjà quand je l'ai vu à cause de l'essoufflement qui apparaissait au moindre effort. On savait que son frère avait été transplanté 10 ans auparavant au centre, à Maryland Long, hein, pour une HTAP. Il faisait des bronchites aiguës fréquentes, donc fumeur, bronchite, on se dit il a peut-être aussi une BPCO, et c'est ce qu'on a trouvé en faisant des EFR. Hein. Bon, la BPCO n'est pas sévère, vous voyez, le VMS il est diminué que de 12% par rapport à la normale, les débits sont quasiment préservés quand on est à haut volume. Bon, là c'est cassé, ça veut dire qu'il y a quand même une baisse des débits parce que la courbe est cassée, elle devrait suivre cette pente-là. Donc il y a une BPCO qu'on confirme par le scanner parce qu'il y a de l'emphysème un petit peu, pas très de manière importante, donc il y a une BPCO chez ce patient, mais bon, avec l'histoire qu'il raconte de son frère qui a été transplanté pour une hypertension artérielle pulmonaire, on suspecte quand même autre chose, ce qui nous mène à réaliser un cathétérisme cardiaque droit. Et là, vous voyez, 47 mm de mercure de PAP moyenne, 12,5 unités route de résistance vasculaire pulmonaire. On est vraiment dans les critères
de l'hypertension pulmonaire sévère. Et on avait conclu à une HTAP héritable et on a eu la confirmation génétique et il a été transplanté en pleine vague du Covid, mais ça s'est bien passé et il va bien. Donc conclusion, HTAP héritable avec une comorbidité, la BPCO. Voilà, il est là. Il est dans la case HTAP, puis on a la génétique, donc on ne peut pas se tromper là. Il a quand même une comorbidité ici, hein, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette R avec un point d'interrogation. Alors, on va voir encore un autre exemple, un peu différent. C'est que des hommes, hein, mais bon, dans l'HTAP en général, c'est plutôt des femmes. Mais j'avais peur que certaines soient dans la sauce et que les cas soient reconnus. Donc là, j'ai pris des fumeurs ou qui fument du cannabis, qui étaient un peu marginaux, qui ne voulaient pas entendre parler de la sauce. Donc là, j'étais à peu près sûr de ne pas me tromper. 53 ans, fumeur, cuisinier. Alors lui, il n'a pas arrêté de fumer, il ne veut rien savoir. Essoufflement moindre effort, bronchite aiguë fréquente. Bon, vous commencez à connaître un peu l'histoire de ces patients. Alors lui, il a hôtesse du souffle, c'est quand même franchement dégradé, hein. Pas comme le premier là qui avait moins de 15%, si je me souviens bien, à peu près 15%. Là, il a 61%, non, mais quand même 49% de perte du VMS. Vous voyez, la courbe, le débit est diminué, la courbe est cassée. Donc, c'est vraiment un profil de spirométrie de BPCO. Il a pas mal d'emphysème aussi au scanner, donc il a vraiment ce qu'on appelle une bronchopneumopathie chronique obstructive. Mais quand on voit ça, on se dit, mais quand même, 61% de VEMS, il ne devrait pas être essoufflé au moindre effort. Il était essoufflé, il faisait 10 mètres, il était essoufflé dans la salle de consultation. Donc on se dit, il y a peut-être autre chose. La première chose à laquelle il faut penser, est-ce qu'il n'y a pas une autre maladie respiratoire? La deuxième chose, est-ce qu'il n'y a pas une autre maladie cardiaque? Parce qu'il a quand même 53 ans, il a beaucoup fumé. Est-ce qu'il n'a pas une cardiopathie gauche en plus qui explique l'essoufflement? Et puis la troisième chose, est-ce qu'il n'a pas une atteinte vasculaire pulmonaire sévère? Alors on a fait le cathétérisme, l'échocardiographique a montré que le ventricule gauche fonctionnait bien, donc c'était pas une cardiopathie gauche. On a réalisé le cathétérisme cardiaque droit. Alors j'ai oublié de dire, on a exploré les autres parties respiratoires. Il n'y avait pas de respiratoire du sommeil, il n'y a pas d'atteinte restrictive associée, il n'y a pas de syndrome emphysème fibrose. C'était vraiment qu'une BPCO. Donc on arrive, l'écho ça élimine la cardiopathie gauche, on arrive au cathé, c'est une hypertension pulmonaire précapillaire, hein. La pression artérielle pulmonaire d'occlusion était normale, mais la PAP moyenne très élevée, à 51 mm de mercure, et les résistances à 10,5. Donc on est vraiment dans la définition de l'hypertension pulmonaire sévère. Et là, comme l'atteinte respiratoire est modérée, on l'a discuté en staff pendant un moment, et on a convenu en staff de débuter un traitement de l'HTAP. Je crois qu'on a mis en brisantant et tadalafil, il me semble. Je suis plus sûr. Et on s'est donné des objectifs. On s'est dit, on le revoit dans 4 mois, on le cathétérise, on voit comment il est cliniquement. S'il répond, on continue. S'il ne répond pas, soit on change, soit on arrête. On s'est vraiment donné des objectifs. On ne s'est pas dit, il y a 75% de chances qu'il réponde parce que c'est une HTAP idiopathique. Non, on s'est dit, là, peut-être qu'il ne va pas répondre et peut-être que même il va se dégrader. Donc c'est important de les réévaluer. On a conclu une hypertension pulmonaire sévère de la BPCO. Alors ce patient-là, on le met là. Alors il y en a certains qui disent que c'est une hypertension pulmonaire de la BPCO avec phénotype vasculaire pulmonaire, le versant vasculaire pulmonaire. Donc on le met dans cette case-là respiratoire avec un versant vasculaire pulmonaire. Il y en a d'autres qui disent non, c'est une HTAP de phénotype respiratoire. Donc on le met plutôt là en disant mais il y a une petite touche respiratoire. Et on n'a pas vraiment encore réglé ce problème de la caractérisation de ces patients qui ont une atteinte respiratoire peu sévère ou modérée avec une hypertension artérielle pulmonaire importante. Marion Delcroix en a parlé, elle a dit que dans nos patients maintenant, dans les registres HTAP, on voit de plus en plus de patients qui ont une petite atteinte respiratoire, soit détectée par la baisse de la capacité de diffusion du CO, la DLCO, soit en imagerie, il y a un peu d'emphysème,
ou un petit peu d'atteinte de fibrose. Hein. Donc c'est les patients qu'on pourrait situer là, qu'il va falloir caractériser au cours des années qui viennent. Voilà. Il reste 10 minutes. Oui, ben, ça tombe bien, il me reste plus que 2 diapositives, ça laissera du temps pour la discussion. Voilà, donc le premier patient qu'on a vu, c'est celui-là, groupe 3, il n'y a pas de doute, hein, 16% de VMS, il a une atteinte vasculaire qui est plus sévère. Le deuxième patient qui a une HTAP héritable, il est là. Le VMS abaissé, mais pas de manière catastrophique, une hypertension pulmonaire quand même sévère. Et puis ce patient, le dernier, hein, on ne sait pas trop, on ne les a pas bien caractérisés, groupe 1, groupe 3, il a une atteinte significative sur le plan respiratoire et une atteinte vasculaire pulmonaire sévère. Donc ces patients sont les plus difficiles à caractériser. Il faut qu'ils soient vus dans un centre expert à la fois des maladies vasculaires pulmonaires et des maladies respiratoires. Il y a tout un cheminement. Il faut éliminer une autre cause respiratoire si on a une maladie principale. Il faut éliminer une cardiopathie gauche associée. Et puis après, il faut décider du traitement si on pense que le patient est limité pour des raisons cardio-circulatoires. Même si le VMS n'est pas très altéré, si le patient est très distendu et qu'il est incapable d'augmenter sa ventilation de manière efficace à l'effort, on peut donner même une trithérapie, on ne l'améliorera pas. Donc pour conclure, l'hypertension pulmonaire associée aux maladies respiratoires, situation fréquente, le plus souvent la conséquence de la maladie respiratoire ne nécessitant pas de traiter la composante vasculaire pulmonaire. Il y a de rares situations qui nécessitent une expertise médicale particulière et ces patients doivent être vus dans les centres de compétences de l'hypertension pulmonaire où il y a aussi une expertise respiratoire parce que si c'est un centre cardiologique, il faut qu'ils soient en concertation avec les pneumologues pour vraiment essayer de débrouiller ces situations assez complexes. Voilà, j'ai terminé. Merci. Très bien, merci beaucoup.